peu à peu, s'apercevoir que cette ancienne dont on berce toutes les générations du barreau est une absurdité. Et que il y a en tout cas un problème qui se pose, c'est celui de savoir, car avec les siècles qui passent, mes chers confrères, nous avons commencé au VIe siècle après Jésus-Christ, nous n'avons toujours pas vu un quelconque texte qui nous dise ce qui est secret et ce qui ne le serait pas. Si bien que le champ d'application demeure toujours mystérieux. L'avocat, dans la première partie du XXe siècle, était resté peu ou prou ce qu'il était au XIXe, c'est-à-dire un personnage judiciaire, un auxiliaire de justice, un homme des prétoires, un plaideur. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les choses commencent à changer. L'avocat considère que le champ d'investigation du juridique, de la consultation, de l'appréciation des droits, de la mesure de ce que peut devenir une situation, de la façon dont il faut la construire pour qu'elle ne se déroule pas mal et n'arrive pas dans une impasse à un moment ou à un autre. Bref, l'activité juridique correspond tout à fait à son savoir, et je dirais même non seulement à son savoir, mais à sa mission naturelle. Celui qui est chargé de régler les litiges entre les personnes a tout naturellement, en remontant dans l'amont des choses, une mission consistant à se dire comment faudrait-il organiser les choses précisément pour que le litige ne surgisse pas, de sorte que le judiciaire, conduit par un mouvement ex post, à introduire l'avocat dans le juridique. Alors, il s'introduit dans le juridique, mais enfin, assez modestement, jusqu'à un moment qui va être tout à fait révélateur et qui est la fusion des conseils juridiques et des avocats. Nous sommes en 1991, la fusion est effective en 1992, et là, il y a un problème qui se pose, puisque tous ceux qui font du droit, les conseils juridiques, et comme on disait alors, Dieu merci, l'expression a un peu sombré dans l'oubli, les avocats de souche, comme s'il y avait des naturalisés qui étaient à demi-avocats et des vrais avocats qui n'avaient jamais été dans le juridique, cette chose vulgaire. Bon, ceci a bien heureusement disparu, mais à partir du moment où il y a cette fusion, quid du juridique? Qu'est-ce qu'on va faire au regard du secret professionnel avec ces gens qui ne font pas comme faisaient quelques rares avocats à titre plus ou moins exceptionnel, c'est-à-dire du juridique, mais ces gens qui ne font que du juridique? Vont-ils être considérés comme déchargés du secret professionnel? Y aura-t-il des avocats qui auront cette obligation parce qu'ils seront judiciaires et d'autres qui ne l'auront pas parce qu'ils seront juridiques? Bien évidemment, ce déséquilibre paraît étrange. D'ailleurs, cette question, elle est encore d'actualité. Quand on parle de l'avocat en entreprise qui n'existe pas, délégué ferenda, on se dit, mais quelle sera la signification et la portée du secret professionnel de l'avocat en entreprise? Aura-t-il un secret pour son patron, puisque l'avocat en entreprise sera un salarié comme l'est aujourd'hui le directeur juridique? Aura-t-il la possibilité, voire le devoir, de dire, monsieur le directeur général, non, oh mon Dieu, cette forme de révolte n'est pas habituelle dans l'entreprise. Mais ne parlons pas de ce qui n'existe pas encore, nous avons assez de soucis avec ce qui existe déjà. Et je reviens donc à cette situation problématique du positionnement du conseil juridique devenu avocat au regard du secret professionnel. Et là, alors que depuis des siècles, le secret professionnel appelait purement et simplement la discrétion de l'avocat, nous trouvons autre chose. Nous trouvons quoi? Nous trouvons la première définition objective
du secret professionnel. Soyons clairs pour que nous nous entendions bien entre la signification de ce que j'appelle secret subjectif et secret objectif. Le secret subjectif, c'est ce dont je vous ai parlé depuis le début de mon propos, c'est-à-dire l'obligation faite à l'avocat de se taire, pour faire simple. Et le secret objectif, c'est la nature des éléments qui seraient couverts par le secret et qui donc seraient indépendants de la discrétion de l'avocat, puisque si c'est la chose qui est secrète, elle ne dépend pas de la discrétion d'un individu, elle est secrète en soi. Elle est nimbée dans le secret. Jusqu'alors, aucun texte n'avait évoqué cela. Et nous avons, en 1991, une modification de la loi de 1971 organisant les professions juridiques et judiciaires, c'est-à-dire la nôtre. Nous avons une modification qui n'est pas un hasard, et dont la date n'est pas un hasard, puisque 1991, c'est précisément la veille de la fusion réelle, concrète, au 1er janvier 92. Que dit-il, cet arrêt 66-5 de la loi de 1971, créée par une loi du 31 décembre 1990? Les consultations adressées par un avocat à son client et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes, j'insiste sur ce terme, couvertes par le secret professionnel. Autrement dit, nous avons là une situation révolutionnaire. Révolutionnaire, pourquoi? Parce que jusqu'alors, le secret professionnel, c'était l'interdiction pour l'avocat de parler des confidences reçues. On pouvait presque se demander s'il pouvait ou non parler des conseils donnés. Mais, disons-le, c'est une fausse question. Il ne devait pas plus parler des conseils qu'il avait donnés que des confidences qu'il avait reçues. Mais là, ce sont objectivement les consultations matérielles, les documents, les correspondances, les papiers qui véhiculent ces échanges épistolaires qui sont couverts par le secret professionnel. Ce n'est plus un secret subjectif obligeant à une discrétion, c'est un secret objectif s'attachant à un document, à un élément. Est-ce que cette histoire va se passer tranquillement et paisiblement dans une sorte d'évolution législative qui aurait eu pour mérite de s'adapter à l'évolution des mœurs et à la fusion de nos deux professions d'avocat et de conseil juridique? Pas du tout. Pas du tout. Vous allez voir que c'est de là, pratiquement, que vient le conflit. Déjà, un peu avant, mais il sentait le vent venir, l'homme était particulièrement fin et avisé, André Damien, tout le monde connaît André Damien, académicien et bâtonnier de Versailles, le pape de la déontologie, écrivait un article qu'il avait intitulé « Feu, le secret professionnel ». Rien que le titre disait tout. Mais je ne résiste pas à la tentation de vous lire 2 lignes de cet article, parce que, à mon avis, ces quelques lignes révèlent complètement à la fois ce qu'il sentait à l'époque, mais ce qui existe aujourd'hui et ce qui a existé pendant les 30 ans qui nous séparent de 1985, date de cet article. Aujourd'hui, écrivait Damien, où la valeur suprême est la société, dont la personne n'est plus qu'un rouage, un théramite au service de la termitière. Le secret professionnel fond comme neige au printemps. Mais comment, mon cher bâtonnier, vous écrivez ça alors que, de quelques années plus tard à peine, en 90, on écrit l'article 66-5 qui va étendre l'obligation subjective à une réalité concrète, à une qualité attachée à l'objet. Vous êtes complètement fourvoyé. Le secret professionnel est en progrès. Ouais. Pas si vite. Car en réalité, après 91, après l'article 66.5, que s'est-il passé? Les juges oublient de plus en plus, mais ils commençaient déjà
qu'ils ne sont, comme le disait Montesquieu, que la bouche de la loi, à moins qu'ils considèrent que la bouche doit répondre au cerveau et que le cerveau n'est pas la loi, mais leur propre pensée. Si je vous dis cela, c'est que après, presque juste après, j'ai là un petit pot pourri de jurisprudence, mais il y a bien d'autres arrêts. Juste après, la loi du 31 décembre 1990 qui inscrivait dans notre droit positif l'article 66-5 intervient, tenez, ça c'est en septembre 91, alors c'est avant la fusion, mais juste avant, puisque c'est le 1er janvier 92. Et que disait cet article, cet arrêt de septembre 91? Ne méconnaît pas le secret professionnel, l'audition en qualité de témoin d'un avocat, conseil de société, dès lors que cette audition concerne l'activité de rédacteur d'actes ou de négociateur, et non l'exercice des droits de la défense. Autrement dit, dès 91, avant même que les choses soient clarifiées par la loi, la jurisprudence nous disait « Oh, pas si vite. Tant que tu es avocat d'une personne poursuivie au pénal, faut voir. » Mais, et vous verrez d'ailleurs qu'on a tellement vu que même ça, c'est sérieusement attaqué. Mais je ne veux pas anticiper. Mais, si tu es dans ces activités secondaires, vulgaires, accroché récemment au barreau pour des raisons alimentaires sordides. Bref, si tu es un naturalisé de la profession, toi qui viens du corps des conseils juridiques, c'est fini. Pas de secret professionnel. Aucun secret professionnel dès lors que l'activité concerne celle de rédacteur d'actes ou de négociateur. Je me souviens de quelques bâtonniers qui étaient déjà très vieux quand j'étais encore très jeune, c'est vous dire si ça remonte à loin, et qui disaient, à propos de ce genre d'activité, en regardant le confrère avec un je ne sais quoi de dégoût profond, un agent d'affaires. Bon, il y a eu, chez nous, bien sûr, cette sorte de rédhibition, de rejet pour le juridique, de mépris pour celui qui ne plaidait pas, et je pense que ce mépris ne nous a pas arrangés, car en réalité, il a pratiquement rendu presque légitime, en tout cas, il a appelé cette réponse de la jurisprudence. Alors quand on a vu qu'il le prenait comme ça, on s'est dit, bon bah très bien, donnons-leur quand même une petite précision législative. Cette période, je la connais bien, puisque c'est celle à laquelle j'étais membre du Conseil de l'Ordre. Et donc, j'étais, si vous voulez, le Vincent Nioré de l'époque. Je me tapais les perquisitions chez les cabinets, dans les cabinets d'avocats. Mon cher Vincent, elles étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui, mais elles étaient aussi assez singulières, parce qu'elles n'étaient pas sous le même régime qu'aujourd'hui. On était presque dans un affrontement physique. Je tirais le papier des mains du juge avec un succès relatif. Bref. Il fallait sortir de cette aporie. Il fallait dire au juge, enfin, comment pouvez-vous dire que l'activité de négociateur ou de rédacteur d'actes est une activité qui n'est pas couverte par le secret professionnel, alors que c'est une activité d'avocat, et alors que la loi, l'article 66-5, vous dit que cette activité est couverte par le secret. Lisez la loi. Alors, le barreau de Paris, qui avait quelques relations au niveau des parlementaires, qui avait même quelques avocats parmi les parlementaires, a fait connaître son affolement, son indignation à l'égard de cette jurisprudence. Et c'est alors qu'est arrivé, par la loi du 4 janvier 1993... Mais ça va, on entend... Une conspiration, mais... Mais on entend quand même. On entend quand même? Oui. Bon. Ah, il était au premier rang, toi, Catherine. Bon. Mais, en réalité, par la loi du 4 janvier 1993, est arrivée une modification, une première modification, parce qu'il y en a eu d'autres, de l'article 66-5, et qui était la suivante. En toute matière, au singulier, donc en n'importe quel, en toute matière, ça c'était un premier ajout, les consultations adressées par un avocat à son client, ou destinées à celui-ci, on rajoutait ou destinées à celui-ci,
et les correspondances échangées entre l'avocat et le client sont couvertes par le secret professionnel. Et là, nous étions, comme souvent nous sommes, parce que nous sommes des optimistes invétérés, on s'est dit, ça y est, c'est dans la poche. On a cette jurisprudence négative fondée sur une mauvaise compréhension de la loi, mais grâce à cette précision, en toute matière, monsieur le juge, c'est aussi bien pour le négociateur, le rédacteur d'acte, que pour le plaideur. Il n'y a pas de différence. Ah oui, mais les juges ne l'ont pas vraiment compris comme ça. Et la question a abouti à un certain nombre d'autres arrêts. Alors les arrêts sont assez savoureux. Vous en avez un de 1993, c'est-à-dire quelques semaines après la mise en œuvre de la loi du 4 janvier. Le secret professionnel du Conseil, je cite bien sûr, juridique et fiscal, devenu avocat, ne met pas obstacle à la saisie de documents lorsque ceux-ci sont étrangers à l'exercice des droits de la défense. Donc déjà en 1993. Alors, l'espèce n'était pas fameuse. Pourquoi? Parce que l'excellent avocat concerné, vous l'avez compris, ancien conseil juridique et fiscal,